Nous allons, si vous le voulez bien, entamer la dernière session qui est une session que nous avons voulu ouvrir au public parce que le CEFAC, c'est aussi la chose des citoyens, des Strasbourgeois et au-delà des Européens. C'est une manière de faire rencontrer aussi les experts des différents pays que vous êtes avec les Strasbourgeois. Et nous avons sollicité Jean-Luc Fournier, qui est journaliste, pour animer cette table ronde sur l'avenir de la lutte contre la criminalité organisée en Europe. Et je lui cède évidemment tout de suite la parole. Merci Chantal, je suis donc Jean-Luc Fournier de l'agence de presse Mediapresse à Strasbourg. Je vous précise tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de ces questions. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Chantal m'a demandé d'animer cette session qui est destinée au grand public. Je vais donc jouer le rôle du naïf de service. Et s'il y a des spécialistes du colloque qui s'est déroulé, qui sont restés là, ils trouveront ça peut-être un petit peu simpliste. Mais ce sont des questions qu'il faut expliciter. Il y a des étudiants, il y a des gens de la société civile que je connais d'ailleurs, qui sont dans cette salle. Et ça va être important de faire ce tour-là. À nos côtés, à cette table ronde, aux côtés de Chantal Cutajar, qui est directrice du CEFAC, bien entendu. Frédéric Bab, vous êtes membre national d'Eurojust pour la France. Bonjour. Je crois que vous avez le micro qui est juste à côté de vous. Voilà. Voilà. Et Bruno Nicoulot, qui est sur l'autre côté de cette table, vous êtes économiste spécialisé dans la lutte contre la fraude et l'anti-blanchiment, chercheur au Grasco. Voilà, les présentations sont donc faites. Madame Cutajar souhaitait également au préalable de cette journée, de cette animation et de cette session de table ronde qu'il y ait un maximum de questions qui viennent de la société civile et de la salle. Donc je n'arrêterai pas de vous solliciter, bien entendu, pour que ces questions se fassent jour, parce que ça peut être très intéressant, y compris de contredire nos interlocuteurs. On est dans une vraie table ronde, dans une vraie interview. Voilà. Frédéric Bab, bon, vous êtes membre national d'Eurojust pour la France. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Eurojust et dire au public, qui est sans doute en partie au moins aussi naïf que moi, essayer d'expliciter l'organisation pour laquelle vous travaillez, cette organisation étant basée à La Haye? Il marche tout seul. Formidable. Merci beaucoup. Merci d'abord de m'inviter à cette table ronde et à ce colloque sur les investigations financières, qui sont un sujet dont on parle depuis au moins 20 ans en Europe, et qui, évidemment, dans une économie de plus en plus ouverte, non seulement au niveau européen, mais au niveau mondial, nécessite que les infractions qui sont commises dans ce cadre-là, sur ce terrain-là, dans ce domaine-là, puissent être poursuivies par des instruments européens et internationaux qui soient adaptés à cette nouvelle forme de criminalité qui, bien entendu, ignore les frontières et même, je dirais, se joue des frontières. Est-ce que c'est une nouvelle forme de criminalité, justement? Est-ce que c'est si nouveau que ça? Alors oui et non. Dans sa dimension, l'escroquerie ou la malhonnêteté dans le domaine économique et financier, ça a toujours existé, ça, très clairement. En revanche, dans sa dimension internationale, c'est à mon avis quelque chose de beaucoup plus récent, avec sans doute, mais d'autres que moi en parleront beaucoup mieux, une évolution contemporaine qui a été facilitée par le développement des nouveaux moyens de communication. Donc Eurojust, ça fonctionne au quotidien comment exactement? Ça fonctionne très bien, je l'espère. Eurojust, deux mots pour vous présenter l'unité Eurojust. Et donc ce qui me conduit peut-être à faire une réponse un peu plus longue que prévu, parce que je pense qu'Eurojust doit être resitué dans un cadre plus large qui est celui de la mise en place progressive d'un espace judiciaire européen. Le point de départ de l'espace judiciaire européen, c'est au milieu des années 90, avec un magistrat que tout le monde connaît, qui a été assassiné plus tard par la mafia, qui s'appelle Falcone. Magistrat italien,
qui fait le constat que les services de police ont à leur disposition un réseau de coopération internationale extrêmement développé, avec des attachés de sécurité intérieure qui sont implantés dans les ambassades et qui servent de relais à la transmission des commissions rogatoires internationales à l'étranger. Alors que la justice, elle, n'a aucun moyen propre pour assurer et pour faciliter la coopération judiciaire. Et donc l'idée est lancée par Falcon de créer un équivalent judiciaire à ces attachés de sécurité intérieure qui serait le magistrat de liaison. Le magistrat de liaison, c'est très important parce que c'est vraiment la première étape de la mise en place d'un espace judiciaire européen réellement intégré. Le premier binôme de magistrats de liaison qui est créé entre la France et l'Italie, avec un magistrat de liaison français donc, qui est implanté au ministère de la Justice italien à Rome et un magistrat de liaison italien qui est installé à la chancellerie à Paris. Et puis sur cette base, et pour faciliter et renforcer les liens entre les autorités judiciaires des États membres, sont mis en place un certain nombre de dispositifs qui vont rapidement démontrer leur efficacité, à commencer par le réseau judiciaire européen. Qu'est-ce que c'est que le réseau judiciaire européen ? Le réseau judiciaire européen, c'est un réseau donc de points de contact qui sont implantés dans tous les États membres de l'Union européenne et qui se situent non pas au niveau des ministères, puisque l'idée, le progrès, c'est de permettre une coopération directe entre les autorités judiciaires chargées des enquêtes, une coopération qui ne passerait plus par l'intermédiaire, par le canal obligé des autorités centrales, autrement dit des ministères de la justice. Je vous rappelle qu'à l'époque, parallèlement à ces initiatives européennes, à ces initiatives sur le plan institutionnel, il y a une déclaration très forte qui est faite par un certain nombre de magistrats qui sont impliqués et personnellement investis dans la lutte contre la délinquance financière internationale, c'est l'appel de Genève. Donc tout ça est complémentaire. Il y a à la fois cette dimension politique, vouloir créer des liens directs entre les autorités judiciaires nationales. À l'époque, c'est principalement les juges d'instruction, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Juges d'instruction en France, évidemment. En Allemagne, par exemple, il n'y a pas de juge d'instruction, mais l'équivalent, c'est-à-dire des magistrats qui interviennent contre la criminalité organisée. Donc un certain niveau de gravité déjà. Donc mise en place de ce réseau judiciaire européen qui permet donc de faciliter ces contacts directs entre les autorités judiciaires. Et puis une déclaration politique extrêmement importante qui est vraiment le point de départ de tout ce mouvement d'intégration européenne dans le domaine de la justice pénale, mais aussi la justice civile d'ailleurs, c'est le Conseil européen de Tampere en Finlande en octobre 1999, qui se fixe donc pour objectif de mettre en place un espace judiciaire européen unique, un seul espace judiciaire, qui reposerait sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une idée très simple, mais qui bouleverse complètement à l'époque les anciens principes sur lesquels repose la coopération judiciaire pénale classique. C'est cette idée qu'une décision prise dans un pays peut être exécutée dans un autre pays comme s'il s'agissait d'une décision nationale. Donc il n'y a plus aucun filtre, il n'y a plus aucune barrière juridique, il n'y a plus aucun obstacle. Une décision prise dans un pays s'exécutera dans un autre pays. La plus belle réalisation dans ce domaine, la plus belle expression de ce principe de reconnaissance mutuelle, c'est le mandat d'arrêt européen, qui est un instrument fondateur de ce nouvel espace judiciaire européen, qui permet donc à une autorité, par exemple française, de décerner un mandat d'arrêt qui pourra s'exécuter, par exemple en Allemagne, à l'encontre d'un ressortissant allemand.
Peut-être rappeler qu'on le doit malheureusement aux victimes du 11 septembre. Absolument. C'est tout à fait vrai. La construction européenne, mais ça vous le savez bien, elle se fait aussi à la faveur de circonstances particulières qui le plus souvent sont des circonstances dramatiques. Et les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont eu un effet accélérateur considérable sur la construction européenne dans le domaine de la justice. Donc, premier instrument, le mandat d'arrêt européen. Je continue quand même sur le mandat d'arrêt européen. Je vous vois déjà prêt à me poser une question. C'est que j'ai un cahier des charges. Mais celui-là doit nécessairement figurer dans votre cahier des charges. Le mandat d'arrêt européen, il permet quoi? Il permet d'abord de judiciariser totalement la procédure, l'ancienne procédure d'extradition. Puisque vous savez que jusque-là, l'extradition, c'est une procédure en 2 temps. Et d'abord une procédure judiciaire, c'est-à-dire un examen juridique fait par une autorité judiciaire sur la demande d'extradition qui était adressée, et puis un deuxième temps qui, lui, était un temps administratif. Une décision qui a été prise en France par un décret du Premier ministre. Donc une décision prise par l'exécutif, par l'autorité administrative, avec évidemment une part d'opportunité. C'est-à-dire, on pouvait tout à fait imaginer une situation dans laquelle l'autorité judiciaire rendait un avis positif à l'extradition et la demande n'était pas exécutée ensuite par l'autorité administrative, par l'autorité politique. Avec le mandat d'arrêt européen, ce système est écarté au profit d'une procédure totalement judiciaire. Autrement dit, il n'y a plus la place pour un examen plus politique de la demande d'extradition. Deuxième chose, le mandat d'arrêt européen permet d'obtenir l'extradition d'un national, alors que l'extradition, jusque-là, reposait sur un principe absolument intangible qui était celui qu'un État n'extrade pas ses nationaux. Avec le mandat d'arrêt européen, donc, une procédure judiciaire et la possibilité d'obtenir l'extradition d'un national dans son pays de nationalité. Voilà. Donc, mandat d'arrêt européen et, dans le même temps, la même année, adoption de la décision mettant en place l'unité de coopération et de coordination judiciaire Eurojust. Voilà. Après Tampere en Finlande dont vous avez parlé, il a fallu attendre, je crois, 3 ou 4 ans pour que ça fonctionne, mais désormais, depuis plus de 10 ans maintenant, 13 ans, si mes renseignements sont bons, ça fonctionne. Alors, on parle d'état des lieux de la criminalité organisée en Europe. Je crois savoir, Chantal Cutajar, qu'il y a un rapport, l'acronyme c'est SOCTA, c'est un rapport d'évaluation annuel sur les criminalités en Europe. Est-ce qu'on peut avoir écho du dernier rapport? D'abord, il y a 2 camps, et est-ce qu'on peut avoir un résumé synthétique de ce que ce rapport nous apprend? Oui, alors un résumé très synthétique, il s'agit du rapport intérimaire qui vient d'être publié en mai 2005, le rapport SOCTA qui est élaboré par Europol. Qu'est-ce qu'il nous dit en substance? C'est que les organisations criminelles tirent des revenus considérables de la traite des êtres humains, du trafic illicite et de la contrebande d'organes, d'armes, de drogues, de composants de matériaux nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, pharmaceutiques, de la contrefaçon de biens de consommation courante, tels que les aliments, du trafic d'espèces animales ou végétales protégées, du trafic de tabac sous toutes ses formes, du trafic d'œuvres d'art, et également, ce qui est prégnant et qui prend de plus en plus d'ampleur, un trafic et un traitement illégal des déchets, la destruction du patrimoine environnemental, paysager, artistique et culturel, et des paysages qui sont aux mains d'écomafias et qui ont acquis aujourd'hui une dimension internationale. Quelques chiffres, je crois que vous aimez les chiffres. C'est intéressant. Oui. Les journalistes adorent les chiffres. Je ne les aime pas beaucoup parce que finalement on se demande... Les chiffres ou les journalistes? Non, les chiffres. Ça va.
Le trafic d'espèces sauvages rapporterait entre 8 et 26 milliards, vous voyez l'écart déjà, d'euros par an, l'Union européenne étant le premier marché de destination au monde. Le nombre total de travailleurs forcés dans les États membres de l'Union est estimé à 880 000, dont 270 000 sont des victimes de l'exploitation sexuelle. Les femmes représentent la majorité de ces victimes. Le trafic d'armes légères dans le monde, qui rapporte entre 120 et 250 millions d'euros par an, plus de 10 millions d'armes illégales circulent en Europe, et rien qu'en France, il circulerait plus de 4000 armes. L'autre constat extrêmement préoccupant qui est fait par Europol, c'est que les liens entre criminalité organisée et terrorisme sont avérés. Et d'ailleurs, force est de constater que les attentats qui viennent de nous frapper en fournissent une nouvelle illustration. On a retrouvé dans les caches des terroristes 4 Kalachnikov, 4 pistolets Tokarev 7,62, un revolver, 4 pistolets semi-automatiques, un lance-roquettes, 10 grenades fumigènes, 15 bâtonnets d'explosifs. Ils n'ont pas sait d'où ça vient géographiquement ? Oui, du trafic d'armes en provenance des Balkans, notamment. Géographiquement. La cybercriminalité, alors ça a été dit, qui occasionne des préjudices économiques et des préjudices sociaux de plus en plus importants et qui affecte des millions de consommateurs, qui entraîne également des pertes annuelles qui sont évaluées à 290 milliards d'euros. Voilà en gros le tableau. Moi j'ai juste la question de Béotien. C'est depuis 2002 que Eurojust existe, depuis 13 ans. On a le recul, on a l'historique. Je pose la question aussi bien à vous, monsieur, qu'à vous, madame. On a 13 ans de recul. On imagine, enfin moi j'imagine ça comme ça, que cette criminalité organisée ne cesse de s'amplifier. Est-ce qu'elle ne cesse de s'amplifier ou est-ce que ce sont les connaissances que vous avez qui deviennent de plus en plus pointues et qui font qu'on a ce phénomène d'amplification naturelle? Vous avez compris le sens de la question, j'espère, en tout cas. Quel est, avec ce recul-là, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Vous avez raison. On rejoint d'ailleurs cette réticence qu'on peut avoir à l'égard d'un certain nombre de statistiques. Vous avez un phénomène qui a toujours existé et un phénomène qui évolue. Et puis vous avez des instruments qui s'affinent de plus en plus. Des mesures, bon. En ce qui concerne Eurojust, par exemple, Eurojust n'est pas un parquet européen, très important. Donc Eurojust ne se saisit pas lui-même des dossiers. Eurojust est saisi par les autorités nationales. L'activité d'Eurojust, elle est en croissance constante depuis sa création. L'année dernière, en 2014, Eurojust a ouvert 1800 dossiers. L'année prochaine, nous serons largement au-dessus de 2000 dossiers. Est-ce que ça veut dire que le phénomène criminel s'est aggravé d'autant? Je n'en suis pas certain. Je pense que c'est davantage l'expression d'un enracinement de l'unité Eurojust, de ce nouvel outil de coopération judiciaire dans le paysage judiciaire européen et dans les habitudes de travail des autorités judiciaires nationales. Bruno Nicolò, vous êtes économiste, donc vous êtes spécialisé dans la lutte anticriminalité, contre le blanchiment d'argent. Les fondements économiques de la criminalité en Europe, parlez-nous de ça. En fait, comme l'a dit Chantal Cutajar, on voit bien que c'est une criminalité d'opportunité. C'est-à-dire qu'au fond, nos criminels vont s'emparer de différents secteurs économiques en fonction de leur analyse en termes de profit et de probabilité d'être sanctionnés. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut dire qu'on assiste plutôt... Moi, je me méfie un peu de vouloir toujours mettre de la mafia dans tous les domaines. On assiste surtout à une criminalité sophistiquée, mais qui est à la portée de tous. Il y a une certaine banalisation du crime, si je peux reprendre ce que dit Hannah Arendt. C'est-à-dire qu'au fond, le Ponzi, ça existe dans toutes les bonnes provinces. C'est près de chez vous. Et c'est pas forcément Madoff, c'est pas forcément le petit-fils d'Al Capone.
c'est aussi une ancienne employée de banque qui va arriver à escroquer 3-4 millions d'euros. Donc c'est simple. Et ça, c'est un enjeu, un défi énorme pour les services. Parce que si on s'intéresse qu'au haut de la chaîne alimentaire, il est certain que, en l'occurrence, les grands trafiquants, on est armé. Par contre, on est moins armé face à cette criminalité qui est diffuse et qui pose des vraies questions d'ordre public et économique. Parce que l'enjeu, il est là. Ça crée des distorsions de prix. Vous êtes en train de nous expliquer là que les grands truands, on sait où ils sont, on sait comment ils opèrent, on les a à l'œil. Disons qu'on les surveille. On peut éventuellement les contrer avant qu'il y ait trop de dégâts. Mais ce qui vous pose problème, c'est le petit Ponzi du coin, quoi. Ouais. Le gars qui fait son petit truc dans son coin. Et en plus, je pense que ça pose problème, c'est pas parce qu'il n'y en a qu'un, c'est parce qu'ils sont des milliers et des milliers. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et celui-là, justement, on est désemparé parce que c'est là-dessus où la politique publique est essentielle, parce qu'elle va envoyer des signaux qui vont faire qu'on va basculer ou pas d'un côté ou de l'autre. Je prends un exemple au Royaume-Uni. Dans les années 80, il y avait la poll tax. C'était Margaret Thatcher, c'est la fin des années Thatcher. Il y a dans l'opinion publique un rejet complet de cette taxe parce qu'elle est considérée comme injuste. Parce que c'est un impôt foncier, quel que soit votre logement. Hein, que vous ayez un château ou un studio, vous payez la même taxe. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu des travaux de recherche dessus. On assiste à un basculement dans la fraude. C'est-à-dire que très vite, un certain nombre d'Anglais disent moi, cet impôt, j'en ai rien à faire, je vais frauder. Et très vite, les services compétents de contrôle sont dépassés. En l'occurrence, c'est les services municipaux en Grande-Bretagne qui s'occupaient de cette poll tax. Et finalement, le gouvernement Thatcher est renversé, on supprime la poll tax. Mais le problème, c'est qu'une fois que ces gens ont basculé dans la fraude, eh bien, on s'est aperçu qu'ils y sont restés. Et que, parce qu'ils ont vu qu'au fond, la probabilité de se faire prendre était assez faible. Et voilà, donc ça a fait des dégâts considérables. Et c'est pour ça que je voulais aussi réagir par rapport à ce matin. Il a été dit que la déréglementation favorisait la criminalité. C'est vrai, mais l'excès de réglementation favorise aussi la criminalité. Il faut faire très attention à ça. On a une tendance systématiquement à répondre à un problème de criminalité par une nouvelle réglementation qui va devenir aussi une nouvelle opportunité de fraude ou de criminalité. Puisqu'on parle d'excès de réglementation, peut-être que vous pouvez nous donner un exemple français. C'est peut-être moins confortable pour vous que de nous citer un exemple anglais qui date en plus de Madrid. Je vais prendre un autre exemple très concret qui n'est pas là aussi le fait de Al Capone. C'est sur les services à la personne. On a décidé de baisser les exonérations fiscales sur les charges sociales concernant les services à la personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'année suivante, les heures déclarées ont diminué. Et donc, les recettes fiscales ont diminué alors que nous avions augmenté le taux de cotisation sociale dessus. Donc, vous avez bien un phénomène de basculement dans l'économie souterraine. C'est-à-dire que si vous avez une logique économique, l'acteur économique, il a arbitré. Il s'est dit, finalement, mon heure de femme de ménage, je ne la déclare pas parce que c'est trop coûteux et je préfère le travail au noir. Et puis, vous avez de plus en plus de salariés qui, eux aussi, avec les effets de seuil, disent finalement, on ne veut pas être déclaré. L'heure supplémentaire, par exemple, je vais la faire au noir. Vous voyez, et ça a des impacts très élevés sur nos finances publiques et sur les moyens que vont avoir les services de contrôle ensuite d'agir. Ensuite, Chantal a parlé du trafic des espèces protégées, ça tombe bien, sur les distorsions de prix. Voilà. Parce que quand on est dans la réglementation, on dit, tiens, on va interdire. Vous voyez, le trafic de l'éléphant, par exemple. On dit, l'ivoire, c'est interdit, c'est la CITES, etc. Et c'est bien. Sauf que, qu'est-ce qui se passe avec l'ivoire ? Il y a deux prix, en fait, au niveau international. Il y a le prix que nous, on attribue à l'éléphant, qui a un prix très élevé parce qu'on trouve que l'éléphant, c'est sympathique. Et au fond, on l'aime bien. Mais il est sympa parce qu'il est en Afrique. Imaginez, par contre, l'Africain qui, lui, vit à côté de l'éléphant, au Zimbabwe, en Namibie, etc. L'éléphant, vous savez qu'il migre. Il a des routes qu'il connaît depuis très longtemps, mais qui passent parfois par votre village, par votre champ, etc. Et il les détruit, les champs, les villages, etc. Ce qui fait que le paysan de Namibie ou de Zimbabwe, lui, l'éléphant, il lui attribue un prix négatif. Et quand un braconnier lui demande où est l'éléphant, au fond, pour pas grand-chose, il va lui dire où est l'éléphant pour s'en débarrasser, parce que pour lui, c'est un animal nuisible.
Et nous continuons à dire, mais c'est pas bien, dites donc, les éléphants disparaissent. Mais c'est exactement la même chose qu'avec les loups en France. Si derrière, il n'y a pas un système d'indemnisation de la présence de l'éléphant et qu'on considère que l'éléphant est un patrimoine culturel, universel, eh bien, les éléphants disparaîtront à brève échéance parce qu'on n'a pas pris en compte leur impact économique sur les habitants qui habitent près des éléphants. Voilà. Par exemple, un exemple concret sur les phénomènes criminels. Il faut rappeler aussi que la criminalité, c'est un phénomène d'asymétrie d'information. C'est-à-dire, eh bien, j'ai un escroc, il va me raconter une histoire, mais moi, je n'ai pas toute l'information. Et du coup, eh bien, la question, c'est la transparence. C'est comment faire en sorte que, on évite que des gens croient encore qu'on peut avoir un placement rémunéré à 25%, qu'on évite qu'il puisse y avoir encore des gens qui se font avoir par tel ou tel. Et ça, c'est un enjeu fondamental, c'est la transparence, c'est la connaissance, c'est la formation. On a parlé d'éducation financière récemment, c'est essentiel. Je crois qu'il y a une culture économique qui est beaucoup trop faible en France. Malheureusement, j'aime bien les juristes, mais il y en a un peu trop dans le domaine. Il faudrait que les économistes, d'autres et des sociologues, etc., s'intéressent à ce sujet. C'est un sujet qui doit être transdisciplinaire. Je crois que d'ailleurs, ce qu'a fait Chantal Cutajar avec le collège, c'est dans cette démarche. Mais l'idée, vraiment, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une amélioration de la connaissance. On a parlé des statistiques aussi. Moi, j'ai été frappé en tant qu'économiste quand j'ai voulu expertiser quel est l'impact financier de la criminalité financière en France. Je n'ai pas trouvé grand-chose. On a pourtant un observatoire de la délinquance. Mais il n'y a rien du tout sur le montant moyen des escroqueries, sur des choses comme ça. Est-ce que c'est un hasard ? C'est une question de culture, c'est une question d'approche d'un phénomène. Et je pense que c'est un manque énorme, parce que justement, pour qu'il y ait une prise de conscience de notre société de cette question, sachant que ça se banalise, encore une fois, qu'il y a quand même un problème de valeur, un problème d'appréhension du phénomène, il faut qu'on améliore cette connaissance. Et moi, personnellement, je militerais pour qu'il y ait un observatoire, peut-être européen là-dessus, qui puisse travailler sur ces statistiques qui sont extrêmement faibles, laminaires. C'est la même chose sur la fraude. Enfin, voilà, il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis enfin, pour conclure, parce que je vais... pareil, on a plein de choses à dire. Avant que vous concluiez, monsieur, je m'excuse d'insister. Oui, sur cette question, bien entendu. Je m'excuse d'insister. Vous êtes, oui. J'ai bien compris ce que vous venez de dire. Moi, j'ai le souvenir de voir, par exemple, Alain Bauer, qui est souvent avec Yves Calvi dans l'air. Ouais. Ce gars-là, il est capable de nous raconter quasiment qu'on a volé 253 000 bicyclettes ou trottinettes ou motos l'année dernière en France, et que c'est beaucoup moins ou beaucoup plus que l'année dernière. C'est vrai. Et là, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a aucune statistique qui est tenue pour avoir ça. Excusez-moi, mais ça m'étonne. Pour tout vous dire, moi, par exemple, le blanchiment, c'est intéressant. Si vous pouvez vous remettre le micro juste devant. Comme ce phénomène de banalisation... Ah oui, pas trop. Voilà. La bonne distance, c'est comme vis-à-vis de la criminalité. Sur la banalisation du crime. Le blanchiment, c'est très intéressant comme phénomène. 91, on est d'accord, on parle de blanchiment sur le blanchiment d'argent de la drogue, donc c'est de la criminalité organisée au sens strict. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ordonnance 2009, c'est le fait d'intégrer dans l'économie légale une peine supérieure à un an. Si vous prenez le code pénal français, à part le délit de chasse, tout peut être sous-jacent au blanchiment. Donc en fond, les uns les autres, on peut tous blanchir à un moment donné. Vous voyez, c'est pas forcément un phénomène de criminalité organisée. Et si on prend, du coup, c'est une logique d'économie souterraine. Et si on prend le poids de l'économie souterraine dans l'économie française, on est plutôt à 10% du produit intérieur brut. 10% du produit intérieur brut, c'est plutôt faible. Moi, je me suis amusé à faire un petit travail que Chantal m'avait demandé sur le Grasco, et j'arriverai plutôt à 15% du PIB en termes d'impact de la criminalité financière, parce qu'il y a aussi les fraudes alimentaires, il y a les fraudes sanitaires. L'affaire PIP, par exemple, avec les prothèses mammaires, c'est de la criminalité financière. Est-ce qu'on peut avoir une échelle par rapport aux autres pays européens voisins en Allemagne ? C'est plutôt combien ? J'ai pas fait une étude européenne. Excusez-moi. mais je pense que a priori, on doit se retrouver, puisque 10% d'économie souterraine, on va dire que c'est une moyenne basse en Europe.
sachant que contrairement à ce qu'on croit, l'économie souterraine est assez forte aussi dans les pays nordiques, hein, où il y a pas mal de fraude fiscale. Oui, on voit ça plutôt etc. du côté de l'Italie. Voilà, et il n'y a pas forcément que l'Italie. D'accord. L'Italie, elle mérite, elle, d'avoir beaucoup travaillé sur l'impact de l'économie souterraine dans son économie. Mais clairement, voilà, il y a des travaux passionnants à faire là-dessus. Bon, il faudra les publier et les populariser. On aura tout à l'heure les réactions peut-être du grand public et puis aussi le rôle de la société civile et notamment des journalistes là-dedans. Ça nous intéresse toujours d'en savoir un peu plus. Monsieur Bab, j'aimerais que vous nous parliez maintenant des moyens mis en œuvre à l'échelle de l'Union européenne pour combattre cette criminalité et en particulier du procureur européen. Qui est-il ? Comment fonctionne-t-il, ce procureur européen ? La question n'est pas tout à fait... Non, absolument pas. J'essayais simplement de rebondir sur ce dernier mot de procureur européen. L'expression n'est pas tout à fait juste en réalité. Pardon. Non, je vous en prie. Ce qu'aujourd'hui nous cherchons à mettre en place dans un cadre européen, pardon, j'en ai la voix voilée d'émotion, c'est un parquet européen. Ce qui est assez différent. Le point de départ de cette réflexion, c'est toujours les années 90, avec quelqu'un que tout le monde connaît, qui est Mireille Delmas-Marty, qui va rendre un rapport pour l'Union européenne, qui s'appelle le Corpus Juris, dans lequel c'est un collège d'experts qui préconise la création d'un ministère public européen, qui serait chargé de défendre, de protéger le budget de l'Union européenne. À l'époque, c'était comme ça qu'on l'exprimait encore. Cette idée, elle fait son chemin petit à petit, même si elle se heurte à des réticences très fortes de la part de certains États membres, en particulier le Danemark, puisqu'on parle des pays du Nord, et le Royaume-Uni, non pas tant pour protéger leurs fraudeurs, que simplement pour protéger tout simplement leur souveraineté nationale dans le domaine de l'action publique. C'est très antinomique avec ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Cette coopération européenne qui n'est certes pas parfaite, mais que j'imagine tout le monde voudrait rendre parfaite. Et puis dès qu'on est dans l'applicatif, un peu précis, et tout de suite ça non, c'est pas vrai. Non, c'est plus compliqué que ça. ça. Vous savez, je suis une mauvaise langue. C'est pas dès qu'on est dans l'applicatif, c'est tout simplement, c'est la construction européenne en général qui est traversée d'influences et de courants qui sont parfois contradictoires. Vous avez des forces qui vont dans le sens de la construction européenne et puis d'autres qui y sont moins favorables. Et dans ce domaine-là particulier, je vous rappelle quand même que la coopération judiciaire pénale, très longtemps, elle a été soumise à un régime qui s'appelle le troisième pilier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était un espace, un domaine dans lequel les États membres pouvaient jusqu'au bout, un seul État membre, s'opposer au consensus sur un instrument, sur un projet d'instrument. Et ce n'est qu'avec le traité de Lisbonne que la coopération judiciaire pénale a été communautarisée, autrement dit, avec une majorité d'États suffisamment forte et l'aide évidemment du Parlement européen. On peut imposer à une minorité d'États membres l'adoption d'un instrument européen. Donc, les raisons à cette construction qui se fait par étapes, avec parfois des reculs, elles sont multiples. Et elles sont aussi tout simplement de nature politique. Alors, on retrouve exactement ces contradictions, ces forces contraires dans la genèse du parquet européen. Donc le point de départ, c'est cette réflexion de Mireille Delmas-Marty et de tous les experts dont elle s'est entourée, qui font le constat que nous sommes dans une Europe où les systèmes de droit sont extrêmement divers, avec non seulement des organisations judiciaires, mais aussi des échelles de peine qui divergent beaucoup d'un pays à l'autre. Et donc l'idée, c'est à la fois d'harmoniser le droit pénal matériel, donc
la définition des incriminations et des peines, et pas seulement dans le domaine économique et financier d'ailleurs, et aussi de centraliser, d'intégrer au niveau européen les poursuites dans ce domaine, en commençant par la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Donc l'idée fait son chemin, mais c'est un long chemin, puisqu'elle ne sera définitivement acquise dans son principe qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui prévoit dans un article 86, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la mise en place d'un parquet européen, dans un premier temps en tout cas, spécialisé, uniquement dédié à la défense des intérêts financiers de l'Union européenne. Est-ce que vous avez déjà une question à poser ou je continue mon exposé? C'est comme vous le souhaitez. Non, je vais vous donner un exemple, encore une fois, du béotien que je suis. J'étais là tout à l'heure, bien avant cette table ronde. J'ai écouté les comptes rendus et j'ai entendu un truc qui m'a interpellé. J'ai noté, peut-être c'est une bêtise. Dans ce cas-là, Mme Cutajar, vous me reprenez tout de suite. J'ai cru comprendre que votre colloque d'experts préconisait avec force la création d'un corps européen d'enquêteurs financiers spécialisés. Alors moi, j'ai traduit ça dans mon imaginaire à moi, des espèces d'Elliot Ness européens qui iraient, des incorruptibles, qui auraient un mandat pour toute l'Europe, comme les US Marshall aux États-Unis, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais bon sang, ça n'existe pas encore, ce truc? Parce que quand même, comme on dit, la criminalité, elle ne date pas d'hier. On sait que les frontières européennes, elles sont ouvertes par définition, et c'est le but même de l'Europe. Moi, j'étais stupéfait d'entendre ça tout à l'heure. Et je vous assure, c'est tout à fait vrai. J'étais stupéfait. Peut-être par des équipes communes d'enquête. Alors, et oui. Ça ne vous embête pas de nous parler de ça? Ah non, au contraire. Non, au contraire, parce qu'on est absolument au centre des débats, au cœur même des débats. Dans un espace aussi large que l'Europe, avec des traditions juridiques extrêmement fortes et des organisations qui se sont constituées sur des siècles et des siècles, vous pouvez très difficilement faire table rase du passé du jour au lendemain et dire que à partir du 1er janvier 2015, nous allons créer un corps d'enquêteurs européens qui serait chargé, par exemple, de la défense des intérêts financiers de l'Union européenne. Deux choses à cela. La première, c'est que ça existe déjà d'une certaine manière, avec un organe qui s'appelle l'OLAF. Cet office de lutte antifraude, il est créé en 1999, si ma mémoire est exacte, et il est l'héritier d'un organe plus ancien qui s'appelait l'UCLAF. Il est purement administratif. Autrement dit, il n'a aucun pouvoir d'enquête dans le domaine judiciaire. Ce sont des enquêteurs, ils font des enquêtes administratives, mais à la fin de leur enquête, ils transmettent leurs conclusions aux autorités judiciaires nationales qui apprécieront si elles doivent ou non donner suite à l'enquête qui a été faite. C'est une première étape qui a fonctionné plus ou moins bien, qui continue de fonctionner. On voit bien qu'il faudra la dépasser, mais dans un premier temps, c'était sans doute le choix qu'il fallait faire, c'est-à-dire créer un organe qui soit à la fois indépendant des États membres et qui soit directement rattaché à la Commission. L'OLAF est un service de la Commission européenne. Est-ce qu'il faut immédiatement passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire créer un parquet européen et créer un service d'enquête de niveau européen? Moi, je vous dirais que pour être efficace dans ce domaine, il faut combiner à la fois la nécessité, sans aucun doute, de coopérer plus étroitement entre autorités des États membres, mais conserver dans le même temps une certaine proximité avec le terrain. Et tout ceci dans le respect
d'organisations administratives et d'organisations judiciaires qui ont quand même fait leurs preuves. Et donc, le chemin pour parvenir à une réelle efficacité, puisque c'est ça l'objectif, au niveau européen, n'est pas nécessairement de créer immédiatement un dispositif qui soit entièrement de niveau européen. Je pense que le bon dispositif doit nécessairement s'appuyer sur ce qui existe déjà dans les États membres. Et c'est dans une complémentarité entre le niveau européen et les services d'enquête et les services judiciaires au niveau des États membres qu'à mon avis, on peut être le plus efficace. Monsieur Nicolo, j'aimerais que vous nous parliez maintenant de ce qui relève du renseignement. Parce que ça me paraît évidemment capital quand on lutte contre des pieuvres pareilles. Je dirais ça, c'est un avis purement personnel. Comment on travaille en amont, peut-être en France, et quels sont les partages de renseignements qui se font en Europe? Puisqu'on a bien compris que dès qu'on passe au niveau européen, il y a des problèmes, parce que l'histoire, parce que tout ça. Comment ça se passe au niveau du renseignement? Est-ce qu'on est dans l'efficacité la plus totale? Alors, le renseignement, d'abord, il a différentes acceptations dans le domaine économique et financier. Alors, nous, on a traduit intelligence économique par intelligence économique, ce qui fait qu'on ne sait pas trop ce qu'est le renseignement économique. Enfin, c'est un sujet en France, clairement, et qui fait que ça dysfonctionne. Enfin, ce n'est pas dans notre culture. Sur le renseignement financier, on a une cellule de renseignement financier qui s'appelle Tracfin. Et la question du renseignement, c'est d'abord de savoir ce qu'on peut en faire et ne pas non plus donner plus d'importance qu'elle n'en a. C'est-à-dire que c'est une information brute, par exemple un flux financier, qui va être déclaré à la cellule de renseignement financier, mais il faut le contextualiser parce que, par exemple, si je vois des retraits, des dépôts d'espèces, ça peut traduire de multiples réalités. Ça peut traduire un trafic de stupéfiants, comme ça peut traduire une petite mamie qui a plus trop confiance dans sa banque et qui préfère payer en espèces. Donc, du coup, je vais avoir besoin d'avoir accès à d'autres fichiers pour contextualiser. Deuxièmement, le renseignement financier, ce qui est intéressant, c'est que c'est une information sociale. C'est-à-dire qu'à travers les paiements d'une personne, je vais pouvoir voir ses liens. Et ça, c'est vrai que sur l'affaire du 11 septembre aux États-Unis, on a vu très rapidement le réseau qui s'était constitué grâce aux flux financiers. Donc, en ce sens, le renseignement financier est essentiel. Et puis enfin, c'est une information qui permet de prévoir un phénomène lorsqu'il y a paiement. On va se dire, tiens, il va se passer quelque chose parce que visiblement, il y a un paiement, une transaction. Ou bien, ça va être un élément qui va permettre ensuite aux magistrats ou aux services d'enquête de confirmer un phénomène et de dire que cette personne a bien agi dans ce sens et mérite d'être impliquée. Donc voilà le renseignement. Mais au-delà de ça, c'est une information aussi stratégique qui permet de savoir, par exemple, qui investit dans nos entreprises. Parce que ce n'est pas toujours des intérêts bienveillants, ça peut être aussi des intérêts assez malveillants. Donc il faut savoir de manière stratégique quels sont les investisseurs et quels sont leurs objectifs. Et puis ça peut être aussi une manière d'accompagner des contrats à l'étranger, de faire en sorte de savoir quel est l'état de sa concurrence, etc. Et là, je suis plus dans du renseignement économique et moins dans du renseignement financier. Alors le problème du renseignement, c'est qu'il faut que derrière, il y ait eu de l'analyse. Et la question, c'est que et cette analyse, elle est faible dans beaucoup de services. Moi, je connais bien Tracfin, mais il y en a d'autres que j'ai côtoyés également. Et je me suis aperçu que, par exemple, l'analyse stratégique, elle n'est pas terrible. Je prends un exemple. Il y a, par exemple, le service qui s'occupe de la corruption. Je n'ai pas forcément les nouvelles tendances de corruption. Je n'ai pas forcément une exploitation, un travail sur des données pour me dire, tiens, attention, il y a tel ou tel secteur qui sont plus ou moins perméables ou qui sont en hausse, etc. Tout ça, c'est mal fait ou pas fait du tout. Vous parlez de la France, là, on est bien d'accord. Je parle de la France et de l'Europe en général. Malheureusement, moi je lis aussi le rapport d'Europol. Il est bien, enfin ça mériterait d'être largement approfondi parce qu'il n'y a pas grand-chose de prospectif
Or, c'est bien beau de faire un état des lieux de ce qu'on a détecté, mais il faudrait être en capacité de regarder ce qu'il y a derrière. Mais ça vient d'où, ce phénomène-là? Parce que là encore, j'hallucine un peu. Pardon, je vous assure que je ne surjoue pas. On est aujourd'hui en 2015. Il y a des moyens d'investigation phénoménaux. On a bien compris qu'en Europe, les législations, les pays, l'histoire fait que ça se limite. On ne peut pas penser qu'il y aurait une efficacité européenne garantie à 100% dans l'idéal. On a tous bien compris ça. Mais pourquoi, aujourd'hui, les puissances publiques n'arrivent-elles pas à mettre en place des analystes? Enfin, je sais pas, ça me paraît c'est incroyable d'entendre ça. Le renseignement, il sort d'une culture où on disait c'est les barbouzes. D'ailleurs, dans le Canard enchaîné, dès qu'on fait renseignement, oula, barbouzard. Voilà. C'est un peu Greenpeace, machin, enfin voilà. Et du coup, derrière, c'est quand même un travail d'expert. C'est-à-dire, c'est pas du barbouze, justement. Il n'y a rien d'illégal, puisqu'on a un cadre juridique, là, en l'occurrence, qui est extrêmement bien fait, avec le code monétaire et financier, etc. etc. Mais ensuite, il y a un manque de culture, globalement, d'analyse stratégique. Vous avez parlé de la pieuvre. Moi, j'aime bien l'éthologie. Moi, j'aime beaucoup l'ornithorynque. Donc, je vais vous raconter une petite histoire sur l'ornithorynque, qui est mon animal favori maintenant. Quand il est arrivé, quand au 19e siècle, on découvre l'Australie, on découvre cet animal assez extraordinaire. On ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, on est perdu et on envoie donc la dépouille du premier ornithorynque à la fin du 19e siècle au Muséum d'histoire naturelle de Grande-Bretagne. Et à ce moment-là, les scientifiques, quand ils voient arriver l'ornithorynque, ils disent ce truc-là ne peut pas exister, puisque ça ne rentre pas dans les catégories qu'on connaît. Donc, on en déduit que c'est sans doute un canular des Chinois. Vous voyez déjà. Et il y a Allez, c'est pas une blague, ce que vous Non, racontez. c'est pas une blague. C'est historiquement prouvé, ça. Oui, oui. Allez, poursuivez, ça devient intéressant. Là. Et donc, il y a même un scientifique du Muséum d'histoire naturelle qui dit « Moi, je repère les coutures. Visiblement, il y a eu de la couture entre un bec de canard, des pattes de loutre, une peau de castor. Ça ne peut pas exister. » Sauf que arrive une deuxième dépouille. On se dit quand même, ces Chinois, ils sont très forts, mais bizarre. C'est le même animal, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On en déduit qu'il va falloir créer une nouvelle catégorie de mammifères, les monotrèmes. Où l'ornithorynque est l'un des seuls membres. La fraude, c'est exactement pareil. Si vous fonctionnez sur le passé, vous savez, par exemple, vous avez un certain nombre de biais cognitifs. C'est-à-dire, mes déclarants, je les aimais beaucoup à Tracfin, mais ils me déclaraient beaucoup de travail dissimulé dans le bâtiment. J'étais d'accord avec eux. Il y a du travail dissimulé dans le bâtiment. Mais moi qui suis économiste, je me disais, mais comment ça se fait que j'en ai pas dans le nettoyage industriel? Pourtant, il a exactement les mêmes caractéristiques que le bâtiment. J'interroge l'URSSAF, qui s'occupe des cotisations sociales. Je dis, est-ce qu'ils sont plus honnêtes? Parce que c'est la première... Je me dis, c'est peut-être ça, hein. Il me dit, non, ils sont très bons dans la fraude. Et du coup, je me dis, pourquoi je les ai pas? Parce qu'au fond, dans la configuration de leur système de détection, mes déclarants, c'est déjà parti d'un biais cognitif, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas ce phénomène-là. Et après, vous avez ce biais cognitif qui va se traduire dans toute la chaîne d'utilisation du renseignement financier. C'est-à-dire ça va arriver à Tracfin, et puis ça va ensuite être traduit aux services d'enquête. Et les services d'enquête, si on regarde leur activité, on va dire, dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme travail dissimulé dans le bâtiment? En nettoyage industriel, ils sont super honnêtes, il n'y a rien du tout. Or, vous êtes passé complètement à côté d'un champ criminel. Vous voyez? Donc c'est là où il y a vraiment des lacunes fortes dans l'analyse stratégique et qu'il va nous falloir combler, parce que c'est des vrais sujets non seulement de recherche, mais opérationnels. Au-delà de ça, je voulais aussi rappeler que la criminalité, c'est aussi la fraude interne. Parce que là aussi, c'est un vrai tabou. Alors, on parle récemment des ordres de virement au président, mais il ne faut pas oublier la petite fraude du comptable, du service facturier, du service achat, tout ça. Souvent, elle est réglée hors champ judiciaire, etc., en interne. Ceci dit, elle est colossale. Elle représenterait 7% du chiffre d'affaires des entreprises. Vous aimez bien aller comme ça
en capillarisation jusqu'à l'infime. Vous nous parliez de la petite grand-mère avec ses économies tout à l'heure. Oui. Vous nous parliez des gens qui ne déclarent pas leur femme de ménage. Oui. Et là, je vous parle de la fraude interne. Et puis pour finir, parce que après je ne vais pas non plus monopoliser la parole, mais je vais vous parler du Titanic. Vous voyez, je suis comme ça. Sur lequel il y avait un lot d'ornithorynx, évidemment, oui. assez conséquent. Comme chacun le sait, historiquement. Le Titanic, vous connaissez la chanson de Céline Dion, vous savez comment ça finit, bref, c'est terrible. Mais au-delà de ça, c'est très intéressant le Titanic parce que ça montre qu'il y a une contradiction entre deux logiques dans la plupart de nos organisations et notamment dans les entreprises. Le Titanic, c'est l'exemple même d'un phénomène où on a privilégié la logique commerciale. C'est-à-dire qu'on a construit le bateau, on a dit il faut qu'il soit très confortable, il faut qu'il soit très rapide. Mais par contre, les chaloupes, on va les réduire parce qu'il nous faut un peu plus de place pour que les gens puissent se promener, regarder la mer, etc. Et puis, au moment où on est en phase d'exploitation, lorsque le télégraphe, au service du télégraphe, on reçoit des messages comme quoi il y a des icebergs à l'horizon, on les met de côté parce qu'on privilégie les messages sortants des clients qui disent qu'est-ce qu'on est bien sur le Titanic, il y a un bain remous, il y a de très belles femmes avec des toilettes, etc. C'est formidable. Et donc à chaque fois, la logique commerciale l'a emporté. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans nos entreprises. C'est assez intéressant quand on regarde à quel point les services de lutte contre la fraude et de gestion des risques sont sous-dimensionnés. On a parlé des administrations, mais c'est aussi le cas dans le secteur privé. Et ça, c'est un risque énorme. C'est ce qui fait qu'il y a cette fraude interne très importante. Voilà. Frédéric Bab, vous partagez l'opinion de votre collègue de débat. Et c'est-à-dire que, grosso modo, je résume en disant qu'on n'est pas arrivé... on n'est pas arrivé à bon port, tiens, justement, pour prendre l'exemple du Titanic. Non, blague à part. Vous partagez cette opinion qui dit que c'est très difficile et qu'il y a un défaut d'analyse majeur, apparemment, et pas qu'en France. Oui, non, moi je suis d'accord, je suis absolument d'accord avec ce constat. C'est un phénomène complexe. C'est plus difficile de mesurer une fraude ou une délinquance économique et financière que de mesurer des vols avec violence. Parce que c'est une délinquance plus intelligente, et donc il y a une part de dissimulation beaucoup plus importante. Et puis, nos outils ne sont pas toujours adaptés au phénomène, nos outils de mesure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la Commission européenne, lorsqu'elle a écrit son étude d'impact pour la création d'un parquet européen, avait beaucoup de mal à évaluer le volume d'activité possible de ce parquet européen. Et aujourd'hui encore, nous avons toutes les peines du monde à l'évaluer. Alors, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je me dis que c'est peut-être mieux qu'aujourd'hui on n'en ait pas une connaissance trop précise, parce que si on s'arrêtait à des volumes d'activité assez faibles, on ne se donnerait pas la peine, au fond, de continuer dans le sens de la mise en place d'un parquet européen. On a fait la même chose au départ avec Eurojust. Eurojust, au départ, d'abord à l'époque, l'Europe ne compte que 15 États membres, mais c'est une toute petite unité. Et ils se réunissent non pas dans les catacombes, mais presque dans un couloir de la Commission européenne qu'on met à leur disposition. Ils ont quelques bureaux. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais négociateur au ministère de la Justice et je croisais de temps à autre le membre national français d'Eurojust. C'était vraiment les tout débuts. Aujourd'hui, Eurojust est une unité qui est parfaitement établie dans son fonctionnement. Le bureau national français compte 4 magistrats. Vous avez toute une infrastructure qui soutient ce travail de coopération et de coordination judiciaire et un volume d'activité qui ne cesse d'augmenter. Mais, encore une fois, pour en revenir à cette première idée, nous avons effectivement beaucoup de mal à apprécier quel est
à la fois le préjudice que cette délinquance économique et financière peut causer et la part qu'elle peut occuper dans la vie économique d'un pays ou de l'Union européenne. Ma question, en vous écoutant, la prochaine question est relativement simple. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de dichotomie entre la tradition française, avec cet État qui réglemente beaucoup, etc., et la tradition anglo-saxonne, qui est un peu, bon, je simplifie un petit peu bien entendu, qui est un peu à l'opposé, le libéralisme. Est-ce qu'on n'aurait pas du mal à s'harmoniser entre ces deux grandes familles européennes, l'une vers l'une, je dis ça, c'est moi qui parle, hein, c'est une grosse bêtise, dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à me le dire, mais l'une se disant, bon, pas trop de réglementation, laissons le champ, etc., un peu plus libre, et l'autre disant, il faut absolument réglementer, il faut que tout ça soit encadré. Est-ce que vous le sentez au niveau de votre fonction ? Alors, donc cette différence d'approche sur la réglementation, on ne le ressent pas tant que ça au pénal, à mon avis. C'est davantage dans la vie économique, avec des États forts et des États centralisés, et des États dans lesquels le principe est davantage la liberté d'agir et d'entreprendre. Au niveau du droit civil, il y a effectivement deux systèmes qui s'affrontent. Le système de droit continental, de droit écrit, et puis un système anglo-saxon qui est beaucoup plus souple et qui laisse une plus grande part aux juges et à son appréciation au cas par cas des dossiers. Dans le domaine du droit pénal, il y a effectivement aussi un partage. Mais il se fait à un autre niveau. Il est en réalité de savoir si on veut aller ou non davantage dans le sens d'une plus grande intégration européenne dans le domaine de la justice. Vous avez assez clairement un certain nombre d'États membres qui n'y sont pas favorables et d'autres qui, par tradition, sont au contraire beaucoup plus disposés à renoncer à une part de leur souveraineté et à la transférer à un niveau européen. Lesquels, comme ça Très clairement, la France, l'Italie, les pays du Benelux, l'Allemagne sont par principe et par tradition politique favorables à la construction européenne. Et puis vous avez un certain nombre de pays qui sont davantage dans la sphère anglo-saxonne, qui eux sont plus réticents. C'est un secret pour personne que le Royaume-Uni a pu bénéficier d'une dérogation tout à fait exceptionnelle au moment de l'adoption du traité de Lisbonne, puisque le Royaume-Uni a eu la possibilité de sortir de tous les instruments de coopération judiciaire et policière pour ensuite, c'est donc le fameux opt-out, pour ensuite avoir la possibilité de revenir dans les instruments auxquels le Royaume-Uni souhaitait participer. Ça vous a posé, j'imagine, et ça vous pose un énorme problème du côté d'Eurojust. Alors, essayez de pas tout à fait nous la faire langue de bois, mais de nous dire, de répondre bien franchement à la question. Ça doit vous embêter, ça doit vous énerver même. Je ne sais pas qui est le plus embêté des deux, d'ailleurs. Allez, expliquez-nous, c'est intéressant. Si c'est le Royaume-Uni ou le reste de l'Europe. Pour l'instant, on a encore du mal à en mesurer toutes les conséquences, également le Royaume-Uni, y compris le Royaume-Uni. Mais ils ont fait le choix de ne revenir que dans un nombre limité d'instruments. Alors, et disons les choses clairement. Dans tout ce corpus normatif qui s'est accumulé au niveau européen dans le domaine de la justice pénale, vous avez quand même un certain nombre d'instruments qui ne servent pas à grand-chose, hein, disons-le. Bon. Ce qui n'est pas d'ailleurs... Lesquels Vous avez un certain nombre d'instruments de reconnaissance mutuelle, par exemple, qui sont très difficiles à utiliser.
parce que le dispositif est trop rigide et que les autorités judiciaires ont à leur disposition des instruments beaucoup plus simples d'utilisation et beaucoup plus souples. Par exemple, si vous voulez geler des avoirs financiers dans un autre pays, vous avez un instrument qui permet, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, d'adresser une demande de gel dans un autre pays. Mais ça suppose quand même, pour l'utiliser efficacement et pour qu'il soit exécuté, ça suppose qu'à la fois l'autorité requérante et l'autorité d'exécution, l'autorité requise dans l'autre pays, maîtrisent parfaitement cet instrument parce qu'il n'est pas simple à utiliser. Et donc vous pouvez parfois, tout simplement, sur la base d'une commission rogatoire internationale, le plus simplement du monde, en application de la Convention européenne du 29 mai 2000 qui prévoit ça, vous pouvez tout à fait faire une demande de gel qui sera peut-être exécutée dans des conditions aussi satisfaisantes que si vous aviez recouru à cet instrument spécifique. Il y a eu un moment donné, mais ce n'est pas une critique que j'adresse à l'Europe, c'est la vie, au fond, du droit et des institutions. Vous avez un certain... Mais c'est la même chose en droit français. Vous avez une somme colossale de dispositions qui ne servent à rien. Et qu'à un moment donné, on a pensé qu'il était nécessaire de les adopter, et puis ensuite, c'est la pratique, c'est les praticiens qui font un choix, qui font le choix de ce qui leur est utile et de ce qui leur est moins utile. Alors, dans le domaine de la justice, le Royaume-Uni a fait le choix de rester dans Eurojust. Donc nous conservons un bureau national britannique au sein d'Eurojust. En revanche, ils ont fait le choix de sortir de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 29 mai 2000. Ça, à mon avis, ça va être plus compliqué pour eux, même si, parce que évidemment les Britanniques sont redoutablement intelligents, ils ont choisi de rester dans un certain nombre d'instruments qui figuraient également dans la Convention européenne du 29 mai 2000, à commencer par les équipes communes d'enquête. Donc, ils se dispensent de la Convention mai 2000, mais ils restent dans la décision 4 sur les équipes communes d'enquête. Voilà, donc on verra à l'usage quelles répercussions aura cette sortie partielle du Royaume-Uni et des instruments de coopération judiciaire. L'évaluation qui en est faite par notre magistrat de liaison au Royaume-Uni est quand même que ça aura nécessairement un effet négatif sur la coopération judiciaire pénale entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe. Chantal Cutajar, j'ai envie de faire le point avec vous à ce stade de notre table ronde. Il nous reste 3 quarts d'heure. Il y aura de la place pour les questions d'ailleurs. Hein. Manifestez-vous si vous avez envie d'en poser. J'ai envie de faire le point avec vous parce que, encore une fois, moi ça me paraît très très compliqué. Le chemin me paraît très très pénible. Et puisqu'on est dans le stade un peu des obstacles à l'efficacité de la lutte, là on a l'expression d'obstacles bien concrets là, et qui ne viennent pas forcément de l'extérieur et des délinquants ou des complices des délinquants, mais qui viennent de notre organisation européenne. Et on est un petit peu là au cœur d'un sujet qui ne concerne pas que la lutte anticriminalité. Ben, vous pouvez prendre la parole. Allez-y, je vous en prie. Je pense qu'il y a un micro qui est prévu, je l'espère du moins. Où est le micro? Voilà, il arrive. Voilà, dites-nous qui vous êtes et vous pouvez poser votre question avec plaisir. Moi, je suis le général Baradel, je suis le coordonnateur de la police judiciaire pour la gendarmerie. Donc je voudrais donner une approche très pratique sur l'évolution de la criminalité organisée telle que on peut le percevoir au niveau gendarmerie, puisqu'on couvre 95% du territoire. Une des grandes tendances qu'on constate actuellement depuis plusieurs années, c'est une transformation complète du concept de criminalité organisée, dans le sens où on a maintenant plus des faits d'extrême importance, d'une très grosse gravité, ce qui caractérisait les faits dans les années précédentes, mais on a vraiment une multiplication de petits phénomènes de basse intensité qui permettent de passer sous le seuil d'une réponse pénale extrêmement forte
Et c'est cette démultiplication qui permet aux organisations criminelles de récupérer des flux financiers particulièrement importants. Donc là, on a quelque chose... alors, c'est une fois qu'on a fait ce constat, alors on le retrouve sur des choses très pratiques. Les cambriolages. Les cambriolages, c'est la démultiplication de ces faits. On le retrouve dans un tout autre domaine, c'est la cybercriminalité. Puisque finalement, pourquoi attaquer une banque, prendre des risques extrêmement importants en termes physiques ou en termes de réponse pénale se retrouver aux assises, alors que la démultiplication d'escroqueries sur Internet, où on va récupérer 1 000 euros, 5 000 euros, mais démultiplié par 1 000 ou 2 000 ou 3 000, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ça a des vraies conséquences pour nous. Parce qu'une fois qu'on a posé ce principe-là, on a une multitude de faits de basse intensité qui veulent dire que le gendarme ou le policier peut se retrouver en fait sur un fait, un cambriolage, qui est en fait, et si on prend l'exemple du Titanic, est la partie émergée d'un énorme iceberg et qu'on a en dessous, et il faut que au plus bas, le gendarme ou le policier comprenne qu'il a peut-être là, en interpellant un Albanais qui est en train de commettre un cambriolage, que cette personne-là a peut-être déjà été interpellée en Tchécoslovaquie, en Allemagne, a déjà été condamnée. C'est un changement, une véritable révolution en termes de mode d'action pour les policiers et pour les gendarmes. Puisque au fin fond de la France, je dirais, et on vient d'avoir des exemples du côté de Limoges, en Lozère, où on retrouve de la criminalité qu'on a retrouvée en Espagne, qu'on a retrouvée en Tchécoslovaquie, qu'on a retrouvée en Allemagne. Donc ça implique donc un changement complet, puisque les gens ont compris qu'ils font une étude de marché se disant quelle est la réponse pénale pour un cambriolage commis par une personne de moins de 17 ans. Et là, vous démultipliez et vous passez dans une sorte d'impunité. Et ceux qui ont l'argent ne se trouvent pas ni en France ni en Allemagne, mais se trouvent dans les pays commanditaires. Alors on a eu des exemples très caractéristiques de vol, par exemple, d'outillage dans les exploitations agricoles, une démultiplication, alors groupe électrogène, bicyclette, tondeuse, scie, etc., qui ont fait un parcours assez extraordinaire, c'est-à-dire France, Allemagne, Tchécoslovaquie, Roumanie, et on les retrouve là-bas, ou alors des vols de tracteurs réinsérés dans l'économie locale. Alors à partir de là, après c'est le point plus positif que je voudrais donner sur la question du renseignement. Parce qu'une fois qu'on a compris cette chose-là, c'est en interne, c'est une révolution dans la captation et le traitement, comme ça a été demandé, du renseignement. Parce que chaque petit fait doit être remonté, collecté, analysé, comprendre le phénomène, et une fois qu'on a cette chose-là, agir. Ce n'est pas le coup de comprendre le phénomène. Donc on se structure, on s'est révolutionné, puisqu'il faut qu'on comprenne au niveau d'un département, il y a des phénomènes qui sont du département, de la région, du niveau national. Et dans le même temps, il faut pouvoir travailler en permanence avec les États qui peuvent être confrontés au même problème. Alors, soit par le biais des instruments européens qui existent, c'est-à-dire Scopol dans le terme très, très opérationnel, mais aussi en bilatéral. En permanence, on travaille sur, et on venait d'en parler entre midi et 2, un vol de camion qui va se faire en France, une alerte immédiate qui permet aux policiers allemands de pouvoir le détecter et peut-être de l'interpeller en Tchécoslovaquie. Et ça, c'est très positif. Je veux dire que cette coopération, certes, elle n'est peut-être pas facile à mettre en œuvre, mais on la vit au jour le jour en termes de coopération opérationnelle. Un camion géolocalisé va peut-être être retrouvé en Roumanie après un travail de l'ensemble des forces de police et des forces de gendarmerie. Et je tiens à souligner en particulier le rôle extrêmement important d'Europol et d'Eurojust. Parce qu'on dit que c'est compliqué. Mais combien de fois on se retrouve entre Français, Allemands, Hollandais à La Haye pour résoudre un problème qui concerne plusieurs pays et se mettre autour d'une table, pouvoir discuter avec les difficultés. Le droit n'est pas le même, les pouvoirs des officiers de police judiciaire ne sont pas les mêmes, mais on trouve toujours une solution. Un trafic de stupes qui commence au Maroc, qui passe par la France,
avec des voitures qui sont ramenées d'Allemagne pour aller aux Pays-Bas, avec les Espagnols qui peuvent éventuellement interpeller, eh bien on réussit actuellement, et ça c'est extraordinaire, à trouver la bonne solution et à se dire, mais si on veut démanteler, est-ce qu'il faut interpeller en Espagne? Est-ce qu'il faut taper en Allemagne? Non, on va peut-être laisser la France travailler. Et bien ça, je dis merci à l'Europe, parce que ces structures purement opérationnelles d'Europol et judiciaires d'Eurojust, pour que les magistrats se mettent aussi d'accord, il y a toujours un cadre, c'est quand même un espoir assez, moi je trouve, extraordinaire. Donc je voulais donner une touche d'optimiste à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est bien, moi personnellement, vous me rassurez déjà un peu, c'est pas mal. Merci. Frédéric, je ne vous oublie pas, madame, je ne vous oublie pas. Frédéric Bach, vous vouliez intervenir par rapport à ce que vient de dire monsieur. D'abord, merci au général Baradel de prendre la défense de ces organes de coopération européens. Qui n'étaient pas attaqués d'ailleurs. Qui n'étaient pas attaqués, absolument pas, mais c'est vrai qu'on doit aussi souligner tout le bilan d'activité à la fois d'Europol et d'Eurojust qui, moi, me paraît extrêmement important. Mais simplement, je suis très heureux de l'exemple qu'il a pris, ce qui nous confirme dans cette idée, nous conforte dans cette idée qu'on doit travailler en complémentarité entre le terrain, le niveau national, la brigade territoriale de gendarmerie qui va constater les faits et qui connaît son environnement, qui les connaît, hein, et puis le niveau européen qui permet de faire des rapprochements et qui permet de faire apparaître des phénomènes criminels plus organisés. Ça, c'est absolument indispensable. Donc il n'y aura pas de solution qui sera uniquement européenne. Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Voilà. Pour répondre à la proposition que vous faisiez au départ de créer un service d'enquête uniquement européen. C'est pas moi qui la faisais. J'ai juste émis le fait que j'ai entendu que c'était nécessaire et j'étais surpris que ça n'existe pas encore. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Madame, vous vouliez poser une question, ou en tout cas intervenir. Juliette Lelieur, maître de conférence dans cette université. Et j'ai une question pour Monsieur Bab à propos de la saisie et de la confiscation dans le contexte européen. Donc vous nous avez expliqué que la reconnaissance mutuelle ne fonctionnait pas dans ce domaine. Elle fonctionne merveilleusement pour le mandat d'arrêt européen, mais manifestement, les effets ne sont pas tout à fait les mêmes pour la saisie et la confiscation. Alors, est-ce que ça fonctionne mieux, véritablement mieux, par commission rogatoire internationale? Est-ce qu'à Eurojust, vous envoyez passer des commissions rogatoires internationales dans ce domaine? Est-ce que ce sont des CRI qui sont exécutés véritablement? Est-ce que vous voyez des résultats? Si vous envoyez, c'est magnifique. Si vous n'en voyez pas, à votre avis, qu'est-ce qui manque? Non, je disais, sur la décision cadre, sur les mesures de gel et de confiscation, parce qu'il y a les deux étapes, hein. Il y a d'abord le gel immédiat et ensuite la mesure de confiscation. C'est un instrument qui peut être très utile, mais qui n'est pas simple à utiliser. Qui suppose un peu de métier dans ce domaine. Parce que c'est le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice et ça mériterait une thèse à la faculté, ce sujet-là. Est-ce que la reconnaissance mutuelle est toujours adaptée à la coopération judiciaire pénale? Moi, j'en suis pas entièrement convaincu. Je pense que on peut aussi travailler très efficacement sur la base de commissions rogatoires internationales, de demandes d'entraide, qui sont faites sans formalisme particulier, sur la base des instruments classiques de coopération judiciaire, la Convention de 59 et la Convention du 29 mai 2000. On peut ensuite, quand on est plus familier de la coopération, utiliser évidemment les instruments de reconnaissance mutuelle et par exemple celui qui est dédié au gel des avoirs et des preuves. Mais c'est plus compliqué, c'est plus difficile parce qu'alors il faut préciser les choses davantage. On est dans un système de reconnaissance mutuelle. Autrement dit, la décision, c'est vous qui la prenez, c'est l'autorité requérante qui prend elle-même la décision de gel. Alors que dans une commission rogatoire internationale, c'est plus simple. Parce que la décision, effectivement, sur le plan juridique, elle n'est pas prise par l'autorité requérante, elle est prise par l'autorité qui reçoit la commission rogatoire.
Et donc, quand vous faites une demande de gel de preuves, par exemple, donc de saisie immédiate de preuves, vous avez des systèmes dans lesquels, par exemple, dans le cadre d'une perquisition, vous devez dire immédiatement ce que vous voulez saisir, sauf que vous ne le savez pas nécessairement. Et que quand vous lancez une perquisition, parfois, vous ignorez ce que vous allez découvrir. Voilà. Donc, je pense que des systèmes plus souples, moins formalistes, sont parfois mieux adaptés à certaines situations que les instruments de reconnaissance mutuelle qui requièrent beaucoup plus de précision dans la demande initiale. Voilà ce que je voulais dire pour être plus précis. Donc, la décision 4 sur le gel des avoirs et des preuves, elle est utilisée, mais certainement moins qu'on pouvait l'imaginer au départ. Et on a toujours besoin, dans certains cas, d'avoir un instrument plus simple, plus basique, pour dire les choses. Voilà. Et par CRI, ça marche mieux ? Ça marche véritablement mieux par CRI ? Vous en avez l'expérience ? Oui, la CRI, bien sûr. La Commission rogatoire internationale, ça reste l'instrument de base de la coopération judiciaire, mis à part le mandat d'arrêt européen qui est dans un domaine différent. Mais la CRI, ça reste évidemment l'instrument de base. Et d'ailleurs, il va être remplacé bientôt par l'EIO, la décision d'enquête européenne. On verra comment ça marche, cette décision d'enquête européenne, qui, elle, repose sur ce principe de reconnaissance mutuelle. Le niveau d'exigence sera beaucoup plus élevé, à mon avis. Et vous vous souvenez qu'il y a eu une première tentative dans ce domaine, puisqu'on parlait des instruments qui n'ont jamais servi à rien. Eh bien, en voilà un dont on peut parler, c'est le mandat d'obtention de preuves, le fameux MOP. Le MOP qui, pour finir, a fait flop, parce que c'était trop compliqué, que les autorités judiciaires, les juges d'instruction, les parquets n'arrivaient pas à l'utiliser correctement, ce MOP. Donc il est tombé complètement en désuétude. Et il est remplacé maintenant par la décision d'enquête européenne, toujours basée sur ce principe de reconnaissance mutuelle qui est devenu l'alpha et l'oméga pour la Commission européenne, qui, à mon avis, a peut-être fait preuve dans ce domaine d'un peu trop de dogmatisme. Elle travaille d'ailleurs à l'élaboration d'un règlement de reconnaissance mutuelle sur le gel. Mais avec la nouvelle Commission, ça s'est arrêté, les discussions. Oui, mais il faut... moi, je suis partisan d'utiliser un instrument qui marche, à la mesure du possible. Bon, et d'atteindre à la plus grande efficacité. Je pense que nous allons, en tout cas un certain temps encore, continuer à travailler sur la base des CRI. Avec la mise en place de la décision d'enquête européenne, normalement, les CRI ne seront plus utilisés, et c'est la décision d'enquête européenne qui devrait s'imposer comme le seul vecteur possible à une demande d'entraide judiciaire. On verra comment ça fonctionne. Et à Eurojust, nous serons assez bien placés pour l'observer. On ne vous sent pas trop optimiste sur ce coup-là, en tout cas. Je crois qu'il y avait une question. Monsieur, voilà. Merci beaucoup. Ulrich Bonner, président de la MESA, Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace. J'aurais voulu dire quelques mots d'une initiative que Chantal Cutajar a prise l'an dernier, mais qui est toujours en cours et qui se situe quelque peu en amont de cette lutte contre la criminalité organisée. Une initiative citoyenne européenne dans le cadre du traité de Lisbonne. Vous savez que c'est une des possibilités de démocratie directe qui est offerte par le traité de Lisbonne. C'est complexe, il faut 1 million de signatures à travers l'Europe, il en faut 55 000 à peu près en France. Donc c'est une opération qui est en cours, mais qui vise quelque chose qui est dans les compétences de l'Union européenne, qui serait de sortir un règlement pour interdire les sociétés écrans, parce que c'est ces sociétés qui permettent de recycler l'argent sale, de le blanchir, pour ensuite favoriser le crime organisé. Donc je pense que c'est un élément qui est très important dans ce contexte, et je voudrais, si vous êtes d'accord, demander à Chantal Cutajar si elle peut peut-être nous dire quelques mots de cette initiative citoyenne européenne qu'elle a prise et que nous soutenons en tant que Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace. Oui, ça tombe bien, puisque le dernier point du débat, c'était le rôle de la société civile. On
on est un peu dedans, là, oui. Maintenant, interdire les sociétés écrans, là, j'avoue que j'ai hâte d'entendre comment on va s'y prendre. Oui, alors, cette initiative citoyenne européenne, en réalité, elle est formulée de manière positive parce qu'elle demande à la Commission européenne d'adopter un règlement qui impose la transparence de manière à pouvoir identifier les bénéficiaires effectifs et donc de rendre également de rendre possible l'identification des bénéficiaires effectifs dans toutes les sociétés constituées au sein de l'Union européenne. Et évidemment, pour empêcher qu'on ait recours à des sociétés offshore situées en dehors de l'Union européenne, il est demandé à ce que ce règlement prévoit également de ne pas reconnaître les opérations juridiques qui seraient conduites avec des sociétés dont il ne serait pas possible d'identifier le bénéficiaire réel. Il est exact, et je crois que tous les experts enquêteurs présents ici savent que les enquêtes butent contre ces sociétés offshore qui sont constituées avec des actionnaires désignés, avec des administrateurs désignés qui ne sont rien d'autre que des prête-noms. Et il faut savoir aussi qu'il n'est pas nécessaire d'aller au Delaware, d'aller aux îles Caïmans, mais que dans une dizaine de pays au cœur même de l'Europe, eh bien, il est possible de créer des sociétés offshore. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle... Dites-nous voilà. Ces pays. Ah non, mais attendez, j'ai la liste. On n'est pas entre spécialistes. Là, vous m'avez demandé de jouer ce rôle-là. Je vais vous donner la liste. Je ne vais pas vous mettre en difficulté, mais j'ai envie de savoir. Non, mais de toute façon, c'est tout à fait transparent. Et tout à l'heure, Sébastien peut projeter... Oui, c'est ça, on avait un petit film, c'est ça? Enfin, il y a 2 petits films, normalement. Donc, il y en a un qui serait justement, on est entre professionnels, mais beaucoup de personnes ici sont un grand public et ne connaissent pas forcément la criminalité organisée. Oui. Donc, je pense que ça serait bien de définir la criminalité organisée. J'ai un petit film pour ça. Allez. Et après, je vous montrerai un petit film aussi sur les sociétés offshore. J'ai retrouvé ma liste. Chantal va répondre à ma question. Mais préparez plutôt sur les sociétés offshore. C'est parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et j'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Ce que Sébastien va... Voilà. Vous voyez, c'est un site qui s'appelle Fidus Suisse. Fidus Suisse, je suis désolée pour notre ami, mais il est évidemment en accès libre. Et ce site offre la possibilité de créer des sociétés offshore en Roumanie, à Gibraltar, en Lituanie, en Pologne, au Royaume-Uni, à Chypre, à Luxembourg, à Malte. Je ne vais pas trop vite. Si. Alors, Roumanie, Gibraltar, Lituanie, Pologne, Royaume-Uni, Chypre, Luxembourg, Malte, République tchèque, Irlande, Pays-Bas, Lettonie. Voilà, dans tous ces pays au cœur même de l'Europe, il est possible de créer des sociétés avec des prête-noms, et cela de manière tout à fait légale. Alors peut-être... You're a businessman trying to simplify your daily business and decide to set up an offshore in Gibraltar. But you don't wish to appear in the public registry. You want to be anonymous. But of course, you want to be the only one having access to your funds at the bank and have it legally done. You incorporate a company in Gibraltar or anywhere in the world and appoint a director acting as a nominee director. For holding the shares of your company, we will use a nominee shareholder. Now, once the company is incorporated, comes the time to open up a bank account. In order to consider the company fully and only yours, while you will be opening the bank account, the nominee director will draft and sign a power of attorney, a declaration of trust, saying that you have full power to manage the company, and that you are the owner of all the shares. This document is requested by the bank, so they will consider that you are the client
but the nominee will have no access to the funds. Now ready to open a bank account and manage your company alone. You are the only contact person with your bank to talk about your money. Conclusion. You now own a company in Gibraltar, where your name does not appear on the registry, so that you are anonymous. On the other hand, you have in hand a power of attorney and a deed of trust, which are legal documents recognized by the bank, and which grants only you access to your funds and company. Enjoy doing this. Ouais. Il n'y a rien à faire. Hein. Les Suisses déploient une technicité absolument phénoménale sur toutes ces problématiques. Ils ne sont pas les seuls. Non. Voilà. Donc je pense qu'il arrive un moment où effectivement il faut que la société civile agisse. On sait que ces sociétés sont criminogènes, on le sait. Le GAFI, le groupe d'action financière dont on a parlé ce matin, l'a clairement identifié, et cela depuis 1989-90, lorsqu'il a publié ses premières 40 recommandations. On sait le caractère criminogène. Simplement, ces sociétés n'ont pas été conçues pour blanchir l'argent des organisations criminelles. Elles ont été conçues dans un but d'optimisation fiscale. Et là, tel que cela est expliqué, ça n'est plus de l'optimisation fiscale, c'est carrément de la fraude fiscale. Lorsque l'on utilise une société pour échapper à l'impôt, c'est de la fraude, ça n'est plus de l'optimisation fiscale. Eh bien, c'est pour maintenir ce système, cette possibilité, puisqu'on sait qu'il y a une compétence fiscale entre les États membres et puis tous les autres États de la planète, qu'on laisse perdurer la possibilité de créer des outils qui sont clairement criminogènes. Et c'est la raison pour laquelle cette initiative citoyenne européenne a été lancée. D'accord, mais comment on peut mobiliser vraiment les citoyens ? Alors l'initiative européenne, c'est évidemment intéressant, d'autant que c'est un droit, donc autant l'utiliser, bien entendu. Mais comment on peut mobiliser efficacement les citoyens ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, c'est de leur expliquer que dans les difficultés de vivre qu'il y a un peu dans tous les pays européens, et que ces difficultés de vivre sont soi-disant par manque d'argent, etc., leur dire que cette pénalisation incroyable qui est constituée par le trafic, et notamment les trafics financiers, fait qu'on vit moins bien dans chacun des pays européens. Et pas seulement dans des pays où c'est évident qu'on vit moins bien. Il suffit aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple, moi je me suis rendu à la gare de Francfort. Récemment, ça faisait une bonne dizaine d'années que je n'étais pas passé à la gare de Francfort. On est en Allemagne, pays opulent, où tout est magnifique en Allemagne. Hein, ils sont tous très forts, ça marche bien. On rêverait tous d'avoir un gouvernement allemand, ça serait formidable. Hein. J'ai jamais vu autant de clochards autour de la gare de Francfort depuis toujours, en ce qui me concerne. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de sensibiliser les citoyens par leur montrer effectivement à quel point ça se dégrade et que le manque d'argent, finalement, il y a de l'argent. Il suffit peut-être d'aller le chercher là où il est. C'est une question. Qui s'y colle à la réponse ? Madame Cutajar, ça peut-être être à vous de répondre à cette question. Non, mais moi, je suis concret. C'est tout à fait l'angle qu'il faut effectivement utiliser. Il faut bien comprendre que... alors, au-delà de ce que vous décrivez, la possibilité pour les organisations criminelles de blanchir des masses d'argent, des masses financières énormes, crée un risque pour nos démocraties. Et cette possibilité, finalement, de contourner les interdictions que posent des conventions internationales, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, nous passons notre temps à légiférer à l'échelle internationale pour interdire le trafic d'êtres humains, pour le sanctionner, et à côté de cela, on laisse à la disposition de qui le souhaite
la possibilité de créer des structures qui vont permettre de contourner ces obligations en blanchissant l'argent et en le réinjectant dans l'économie licite. Ce qui fait que les masses financières vont venir enrichir les organisations criminelles qui vont avoir des moyens financiers tels qu'elles vont pouvoir corrompre, infiltrer l'économie au moyen des les marchés publics, etc., corrompre les politiques. Et donc on voit bien qu'il y a un transfert du pouvoir qui, dans une démocratie, appartient au peuple et à ses représentants vers les organisations criminelles. Donc voilà le discours que l'on utilise, qui est celui qui reflète la réalité et qui demande effectivement aux citoyens de s'investir parce que c'est l'avenir de la société dans laquelle on veut vivre qui est en jeu. Alors, il y a d'autres questions ? Madame, allez-y, je vous en prie. Bonjour, Bataille de Brand, Association internationale 50 et plus. Nous réfléchissons dans notre association comment améliorer notre monde. Et je pense qu'ici, il y a quand même histoire depuis des milliers d'années. Avant, on volait toujours, on prenait des choses qu'on pouvait. Mais c'était méprisable. C'était quelque chose qu'on ne voulait pas vivre à côté des voleurs, on ne voulait pas les accueillir à la table. Vous voyez, toute histoire, on peut en parler. Et maintenant, c'est un peu contraire. Maintenant, on apprécie. Ah, il a réussi. Comment ? Tant pis, il a réussi. Maintenant, on parle des réussites. Vous voyez, on parle beaucoup plus de quelqu'un qui a gagné, qui a fait, même qu'on sait oui, on sous-entendu, mais on l'admire tout petit peu. Et la presse se réjouit. On peut en parler, c'est lui, c'est là, c'est se passer. Et maintenant, si société civile pourrait un peu revenir et de dire, moi, j'aimerais pas contacter quelqu'un, j'aimerais pas avoir un ami qui se comporte comme ça. Peut-être on pourrait changer, parce que si on vous parlait de tout à l'heure, tout ça, oui, on sait, on connaît et on accepte. C'est-à-dire il faut 1 million de signatures, 1 million pour le dire oui, non, vraiment, on ne veut pas. Non, ça veut dire nous sommes les milliards de gens qui pourraient réagir si on les disait différemment. Vous voyez, nous, c'est nous qui nous n'avons jamais volé, qui on voulait rien prendre à quelqu'un, qui on veut donner aux autres. C'est nous avons les valeurs. Et ceux qui le font autre, ça, c'est les gens méprisables. Merci. C'est un beau témoignage, bien sûr. Concernant les journalistes, je sais quand même que quand un journaliste essaye d'enquêter sérieusement, en France en tout cas, au hasard, par exemple, sur une société luxembourgeoise, une banque de compensation, au hasard, hein, et le pays luxembourgeois en question étant d'ailleurs à l'époque gouverné par l'actuel président de la Commission européenne, ce journaliste a les pires ennuis. Vous avez peut-être vu le film, je parle de Denis Robert, vous avez peut-être lu son livre. Il a les pires ennuis, il a failli se tirer une balle dans la tête, ce gars-là. Il revient d'un néant considérable. On a tous un respect immense dans la profession pour lui. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, Chantal Cutajar, vous aussi, messieurs, je pose cette question, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de protéger un petit peu plus les journalistes qui essayent de bien faire leur travail, hein? Je ne parle pas des clowns, parce que malheureusement, dans cette profession, comme partout, il y en a. Mais ceux au moins qui font leur travail, parce que ceux-là, ils sont importants pour faire prendre conscience au grand public. Oui, alors à ce propos, il y a le Parlement européen s'est saisi de cette problématique dans une résolution du 26 septembre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux. Le Parlement européen a souligné que le journalisme d'investigation indépendant jouait un rôle essentiel dans la dénonciation de la fraude, de la corruption, de la criminalité organisée. Et il cite justement l'affaire Offshore Leaks, lors de laquelle ont été révélées des informations sur plus de 130 000 comptes bancaires offshore, au terme de plusieurs années d'enquête
qui ont été conduites par le Consortium international des journalistes d'investigation, et cela en collaboration avec 36 quotidiens internationaux. Et donc, le Parlement européen est d'avis que les journalistes d'investigation, parce qu'ils représentent une source précieuse d'informations, informations qui pourraient, d'après le Parlement européen, servir à OLAF, et donc au futur parquet financier, aux autorités répressives des différents États membres et également aux autorités de poursuite des États membres. Voilà, donc il y a un travail au sein du Parlement européen sur cette problématique. Et le Parlement européen incite également les citoyens à se mobiliser pour arriver à comprendre qu'en fait, ça n'est pas que l'affaire des autorités de poursuite. Et lorsque Madame a parlé de la perte de valeur, c'est vrai. Europol a mis en lumière des phénomènes extrêmement préoccupants pour nos enfants, puisqu'ils ont mis en évidence l'utilisation de jeunes diplômés ou à la sortie de l'université qui étaient recrutés pour participer à des circuits de blanchiment. Et pire encore, parce que ça, c'est une exploitation de la misère cette fois-ci, ils réussissent à se procurer les listes de chômeurs et ils leur proposent d'être des conseillers financiers. Et donc, le blanchiment, maintenant, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. C'est-à-dire qu'on leur propose de devenir des conseillers financiers. On leur fait un virement de 1 000 euros. Je connais le dossier, mais expliquez vraiment ce que vous dites par conseiller financier. C'est assez intéressant. Un conseiller financier, donc on leur fait un virement de 1 000 euros. Ils gardent 20% du montant et leur job consiste uniquement à transférer cet argent, le reste, les 80%, sur un autre compte. Et au fur et à mesure que cela fonctionne, au fur et à mesure qu'ils utilisent également des relations qu'ils ont pour faire la même chose, les sommes augmentent. Et cela passe au travers des dispositifs de contrôle des banques, parce que finalement, il est déclaré comme conseiller financier et qu'il a une activité normale. Voilà, donc c'est vraiment une mobilisation générale qu'il faut avoir pour lutter contre la criminalité organisée. Oui, madame. On a une intervention, madame. Allez-y. Oui, je me permets d'intervenir. Monique dit que je suis grand public, donc je participe avec intérêt à ce débat. Je voulais simplement signaler qu'effectivement, il y a un intérêt à mettre sur la place publique le maximum d'informations pour sauver, comme vous l'avez souligné, madame Cutajar, le danger que court la démocratie. J'ai vu très récemment, c'était en février, à Paris, donc sur les grands boulevards, dans un cinéma, un film qui s'appelle Le Prix à payer, et qui donc donnait des développements intéressants pour grand public. Alors il n'y avait jamais foule, mais enfin, ça avait quand même, en cours d'après-midi, on arrivait à avoir 25 personnes. Et je crois ce type de présentation qui met vraiment le citoyen en prise directe, donne à réfléchir, et on trouve bien la corrélation qu'avait fait le représentant de la gendarmerie à cette fragmentation qui se met en place de tout ce qui est fraude fiscale notamment. Voilà. Oui, merci pour votre intervention, pour votre témoignage. Nous avons... Alors, allons-y, Bruno, et puis ensuite ce sera au tour de monsieur là. Monsieur en uniforme. Je n'avais pas une grande connaissance de... Alors, Bruno, on vous écoute. Est-ce qu'on peut mettre le micro un peu fort, là, de Bruno, s'il vous plaît ? Sur le journaliste d'investigation, moi, là, je vois une vraie différence entre la culture anglo-saxonne et la culture française ou latine. Et je la vois aussi dans les commissions parlementaires. Et ce n'est pas forcément un hasard. C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, il y a du journalisme d'investigation. C'est une culture, c'est un intérêt, et c'est un goût aussi de l'opinion publique pour des enquêtes approfondies, etc. En France, clairement, ça fait juste un moment un peu d'épiphénomène, et puis ensuite, ça disparaît, et on a rarement le résultat d'ailleurs.
de l'investigation financière ou quand il y a eu une affaire. Et du coup, ce travail pédagogique-là n'est pas fait. Parce que je pense que là encore, il y a peut-être un manque de culture économique et financière. C'est vrai que par exemple, parler de la fraude au Libor, oui. Qui a un index boursier, c'est pas forcément évident pour le grand public. On va plutôt parler de crimes d'enfants ou autre chose. Et du coup, là, il y a vraiment une culture à travailler, mais dès l'école peut-être de journalisme, sur l'intérêt de la fraude. Alors par contre, sur la baisse des valeurs, je crois quand même au fait que l'opinion publique met plus la pression sur les politiques, sur les journalistes, parce que c'est un peu l'histoire de « I want my money back ». Comme je trouve que les impôts sont trop élevés, j'aimerais que les administrations, j'aimerais que les politiques se mobilisent pour faire rentrer ces impôts dans de bonnes conditions. Sachant qu'il y a aussi, il faut toujours voir le problème de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'adhésion à notre système social. Il y a moins de fraude et il y a moins de criminalité si les citoyens considèrent qu'ils en ont pour leur argent et que leurs administrations fonctionnent. Or, clairement, dans les derniers sondages qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de désaffection de l'opinion publique pour les institutions, qui sont désacralisées, qui sont interrogées, et pour le politique, etc. Et du coup, c'est clair que ça favorise aussi les comportements criminels. Donc il faut qu'on s'intéresse à envoyer des messages forts pour montrer que l'impôt est utile, que notre action est utile. Mais c'est vrai que l'investigation financière doit être... Et puis après, moi je trouve aussi que les commissions parlementaires ne sont pas au niveau de ce qu'on voit par exemple au Royaume-Uni, lorsqu'on interroge des multinationales pour leur demander pourquoi elles ne payent pas d'impôts. J'ai rarement vu ça en France. Donc là, je trouve qu'il y a aussi un travail important à faire. Voilà. Oui, remarquez, quand au Royaume-Uni, on interroge des multinationales pour savoir pourquoi elles ne payent pas d'impôts, on les interroge. Je veux bien croire qu'elles répondent un petit peu plus nerveusement qu'en France. Mais au final, qu'est-ce que ça donne The show must go on. Alors, au Royaume-Uni, ce n'est pas aussi fort qu'aux États-Unis. Mais alors, il y a aussi un aspect dont on n'a pas du tout parlé. C'est les sanctions disciplinaires des autorités de contrôle. Ce qui a fait bouger aussi quand même les choses, c'est les Américains, avec la loi FATCA, avec les sanctions très fortes qui ont été prises par l'autorité, l'équivalent de l'autorité des marchés financiers, sur les opérations bancaires qui ont été faites par des banques européennes, avec des sanctions lourdes. Et ça a eu un impact important. Chez nous, c'est encore extrêmement faible. Là aussi, je pense qu'il y a des choses à faire progresser. C'est clair que le bâton demande d'être mieux manié et plus élaboré, plus costaud. Monsieur. Oui, messieurs, dames, je suis le chef d'escadron de gendarmerie Thomas Nice. Je représente le centre de coopération policière et douanière de Kehl, où d'ailleurs, depuis quelques années, les différentes sessions ayant déjà existé du CEFAC ont eu l'occasion de passer. Alors en fait, on parlait d'optimisation ou de la capacité, j'allais dire, des enquêteurs de disposer d'une information, de voir celle-ci circuler de manière adaptée. Alors le petit éclairage qui est le mien au fil des 3 ennemis déjà passés dans cette structure m'amène à dire que une structure qui s'appelle Centre de coopération policière et douanière existe à cet effet et y contribue en partie aussi. Pourquoi ? Je vais essayer de faire court, mais c'est quand même un éclairage relativement intéressant. En 85, avec les accords de Schengen, la convention d'application qui a donc existé 10 années après, on est parti du principe que ça serait bien que la liberté de circulation des personnes et des biens soit une chose effective à l'échelon européen. Dont acte, ça s'est fait, c'est une fort bonne chose. Mais on s'est dit également, et là somme toute ce fut une première entre les deux pays que sont la France et l'Allemagne, qu'il serait bien également, j'allais dire, de faciliter l'échange d'informations entre forces de l'ordre, qui gendarmes, qui policiers, qui douaniers, pour faire en sorte que, j'allais dire, la part obscure de cette liberté de circulation que constituent potentiellement les crimes et les délits qui peuvent en résulter, amène les forces de l'ordre à pouvoir échanger plus efficacement et à échanger en vue justement de permettre, j'allais dire, l'identification, voire l'interpellation de leurs auteurs. Et cette structure, en fait, a émergé dès 1999. Aujourd'hui, à l'échelon européen, il existe pratiquement une quarantaine de centres qui portent
plus ou moins l'appellation de centre de coopération policière et douanière. Mais la toute première structure effectivement créée, elle le fut dans l'espace rhénan, donc elle est implantée sur le Bade-Wurtemberg, à Offenbourg dans un premier temps, entre 1999 et 2002, et depuis le 2002 à Kiel, pour permettre un échange constant en mode H24, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entre policiers, gendarmes et douaniers de ces informations-là, dans le respect des droits et règlements en vigueur, je veux dire dans le respect également des prescriptions des CNIL respectives, qui françaises ou l'équivalent allemand, pour permettre, voilà, justement que cette information circule. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans un premier temps, l'échange en l'espèce était limité à la frange rhénane, d'une part, on va dire, pour l'espace français, les deux départements de l'Alsace et le département de la Moselle pour la Lorraine, côté français, et de l'autre côté de la frontière, le Bade-Wurtemberg principalement pour l'Allemagne. Aujourd'hui, toute unité de gendarmerie, tout service de police, tout service des douanes françaises est fondé, où que ce soit sur le territoire national, en métropole ou outre-mer, à prendre attache avec ces structures appelées CCPD pour demander de l'information, échanger des éléments particuliers et permettre, on va prendre un exemple concret. Il y a peu, on parlait d'un vol d'un ensemble routier avec un tracteur relativement neuf, une remorque et des biens à l'intérieur, le tout avoisinant bien les 150 000 ou 200 000 euros, à être retrouvé avec l'implication donc de fonctionnaires de police allemands qui vont, sur la base d'informations données, permettre une interpellation sur leur territoire. Voilà, cette information, elle circule, elle est présente, elle s'applique, j'allais dire, sur des bases légales, et elle permet, voilà, j'allais dire, à l'information de circuler. Et le maître mot que je veux faire passer à ce titre-là, c'est l'échange d'informations permet, j'allais dire, voilà, de faire en sorte qu'on puisse bien vivre sur l'espace européen. Voilà, c'est le point que je voulais rajouter sur cet aspect-là. D'accord. Donc, on arrive presque à la fin de cette session. Frédéric Bab, sur le parquet européen, quand est-ce qu'il va être réellement opérationnel, réellement mis en place Réellement opérationnel. Commençons d'abord par adopter l'instrument. Ça ne sera pas si simple que ça. Je suis désolé, mais encore une difficulté à surmonter. Pourquoi ? Parce que cet instrument, d'abord, ne pourra être adopté sans aucun doute que dans le cadre d'une coopération renforcée. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Coopération renforcée, quelque chose qui paraît plutôt positif. En réalité, c'est le contraire, c'est un échec. C'est un échec de négociation. Quand on n'est pas parvenu à adopter un instrument à l'unanimité, le traité de Lisbonne, dans certains cas très particuliers, et il le fait pour le parquet européen, donne la possibilité à quelques États membres, à un cercle plus réduit d'États membres, d'adopter l'instrument. Il faut au moins 9 États membres pour que le parquet européen puisse être adopté. Donc c'est sans aucun doute dans ce cadre-là, sachant que de toute manière, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ne participent pas à la négociation du parquet européen. Donc dans le cadre plus restreint de 25 États membres, je ne pense pas qu'on arrivera à une majorité à réunir l'ensemble des États membres. Et donc c'est dans un cadre plus étroit que ce projet sera adopté. D'où les difficultés d'ailleurs que ça posera en termes de fonctionnement au quotidien, puisque vous avez des États membres qui en feront partie et d'autres qui n'en feront pas partie, et avec lesquels on continuera à travailler sur la base actuelle de la coopération judiciaire. Alors quel est le calendrier possible ? Pour aboutir à un accord, on pourrait espérer qu'à la fin de la présidence luxembourgeoise, c'est-à-dire à la fin de cette année, un accord puisse être trouvé sur le parquet européen. Ce n'est pas certain, mais c'est un objectif qu'on peut encore, pour l'instant, raisonnablement envisager. Eh bien, on va surveiller ça de près. Je voudrais qu'on conclue avec vous. Alors, une dernière intervention, oui ? On vous écoute ? Oui, donc en fait, je voudrais revenir à
quelque chose d'important qu'a dit Bruno, Monsieur Bruno Nicolo tout à l'heure, c'est le manque de culture et le manque de compréhension de nos autorités par rapport à l'analyse stratégique. Voilà. Oui. C'est fini. 17h, c'est mort. 17h, c'est mort. Ah. Ça va? Oui? Oui? Voilà, ça marche. Voilà, donc allez-y. rappelez-vous tout à l'heure, à la fin de ma présentation, j'avais fait un véritable plaidoyer de continuer à créer des unités d'analyse au sein de chaque unité de l'Union européenne et notamment des analystes criminels financiers, mais c'est vraiment orienté sur l'opérationnel. Il est absolument nécessaire aujourd'hui de promouvoir l'analyse stratégique pour travailler de manière prospective et de manière proactive par rapport à tous ces phénomènes contre lesquels nous luttons. Effectivement, il y a un manque de culture, il y a un manque de compréhension, et le modèle de police guidée par le renseignement, d'intelligence-led policing, n'est pas encore suffisamment compris par toutes nos autorités, alors que ce sont des instruments qui nous permettront justement d'avoir une vision claire, actualisée et de prospection par rapport à des phénomènes contre lesquels nous sommes obligés de lutter et qui se complexifient de jour en jour. Donc, si nous pouvions travailler dans le cadre du projet CEFAC 2, il serait peut-être utile de promouvoir ce type d'analyse, l'analyse stratégique, donc l'analyse de risque aussi, l'analyse des tendances, des nouvelles tendances, pour justement faire de la prospection et non plus travailler, comme on le fait trop souvent, en réaction aux infractions qui sont constatées. Voilà. Ouais, c'est largement ce qu'il y a eu de plus important de dit. Et si je peux témoigner de moi, encore une fois, du béotien que je suis, j'ai appris avec beaucoup de surprises et de consternation qu'on n'était pas encore au top à ce niveau-là. Ça me paraît effectivement très inquiétant. Chantal Cutajar, on va essayer de conclure en quelques instants. Moi, je trouve que c'était finalement une bonne idée d'avoir monté cette table ronde avec la participation du grand public. Je crois qu'il est apparu de façon assez nette vers la fin que c'est une des pistes qui permettra peut-être de faire en sorte qu'on se bouge un petit peu plus vite, plus efficacement, pour essayer de faire démentir cette bonne vieille idée que l'opinion a, que finalement le voleur, le truand, aura toujours un poil d'avance, quoi qu'il arrive, sur celui qui veut le combattre. C'est quand même l'opinion généralement retenue, ça. Donc c'est une bonne idée. Peut-être on pourrait faire ça une fois par an, une conférence avec le grand public. Ça serait intéressant. Oui, le CEFAC donc, a clôture son programme 2013-2015. Nous avons déposé un nouvel appel à projet. Nous sommes optimistes. Dans le cadre du nouveau projet, nous reconduisons une formation des experts aux investigations financières, mais nous avons proposé à la Commission également de développer des projets, y compris d'analyse stratégique en matière de blanchiment, de corruption et puis de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Et l'objectif est effectivement qu'il y ait un aller-retour entre les experts et la société civile, et le CEFAC organisera d'autres rencontres avec le public, et je vous remercie. Comme ça dépend de la Commission européenne, j'espère que la petite pique que j'ai dit tout à l'heure pour M. Juncker et Clearstream passera inaperçue et que vous pourrez continuer votre activité. Madame, messieurs, merci à toutes et à tous, c'était passionnant.